Les choses dont on a le plus peur, c'est les choses dont on rêve le plus. Et on va se trouver tout un tas de raisons pour pas les faire. Chaque personne qui nous écoute a son petit truc comme ça limitant. Mais moi, mon vrai truc limitant, c'était l'exposition médiatique. Et moi, je me cachais derrière le fait que, regarde, non, mon cabinet, il fonctionne très bien, il se développe tout seul. Moi, je préfère vivre caché. Ah oui, moi, je préfère vraiment vivre caché. J'ai pas besoin de me médiatiser. Et c'était faux. Pour moi, c'était pas une prise de risque. C'est-à-dire qu'une prise de risque aurait été de rester dans ma vie d'avant. Et pour quelqu'un comme moi, mais je sais que je suis pas le seul, il y avait toujours cette notion de liberté, de plaisir dans le travail. Et cette notion, je ne la voyais plus dans mon ancienne vie. Et donc en fait, poursuivre dans ça m'aurait profondément mis en dépression. Donc souvent, quand on me dit « t'as pris des risques », en fait non, je me suis sauvé en le faisant. Et le jour où je me suis installé à mon compte, j'ai rendu service d'une certaine manière à mes anciens employeurs et je me suis rendu service à moi-même. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un de très spécial pour moi, mon meilleur ami, Daniel Laroche. Daniel, c'est un entrepreneur, fondateur et cofondateur du cabinet DNA Partners, avocat de formation, spécialisé dans la crypto-monnaie et désormais pleinement engagé dans sa mission entrepreneuriale. Il a fait un parcours impressionnant. Après avoir évolué dans de grands cabinets, il a eu le courage de sortir de cette altérité pour se lancer à son compte. Dès le début, il a eu l'intelligence de se nicher dans un secteur émergent, la crypto et la blockchain. Aujourd'hui, il est reconnu comme un véritable expert et son cabinet est devenu une référence incontournable dans ce domaine très rapidement. Mais au-delà de son expertise, c'est aussi une histoire d'amitié. Avec Daniel, on se connaît depuis nos 16 ans. On a traversé des moments difficiles, on s'est soutenus mutuellement, on s'est coachés, on a grandi ensemble. Et ce que je trouve magnifique, c'est que chacun de notre côté, on a osé prendre de plus en plus de risques. Viser toujours plus haut et construire un impact qui dépasse nos propres frontières. Dans cet épisode, Daniel va partager son parcours, ses défis, ses apprentissages, ce qu'il a envie de partager. Et peut-être aussi ce que notre amitié et notre relation l'ont aidé à incarner dans sa vie professionnelle. C'est une conversation riche, profonde, pleine de valeurs. Que tu sois avocat, entrepreneur ou dans un tout autre secteur, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. Et si ce podcast t'inspire, si tu aimes ma chaîne, mon contenu, pense à t'abonner, liker, à commenter, à partager ou à tout simplement m'envoyer un petit mail à alice@weareavocation.com. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Salut Daniel, qu'est-ce que t'as pensé de cette intro ? Salut Alice, écoute, j'aime beaucoup cette intro qui mêle entrepreneuriat, amitié, en fait, ce qui nous correspond assez bien. Et je suis ravi d'être là. Moi aussi. Alors, dans ce podcast, on est très basé sur le moment présent, comment on se sent. Comment t'arrives dans cet espace ? Comment tu te sens ? Écoute, je vais te dire, le passer face caméra, pour moi, ça a été une vraie épreuve. En fait, on peut penser que naturellement, un avocat aime prendre la parole. Naturellement, il aime être face à une caméra, face au projecteur. La réalité, elle est différente. Je pense qu'au fond, un avocat a envie de briller. Et j'ai eu tout un tas d'exemples dans ma vie qui m'ont montré que c'était le cas. Des concours d'éloquence que j'ai remportés, du théâtre quand j'étais plus petit. Donc il y a cette envie de briller et en même temps il y a cette peur, voire parfois cette terreur de passer face caméra. Que je comprends. Exactement. Et si tu veux, c'est assez récent le fait que je me lance sur les réseaux sociaux, sur un podcast. Je crois que c'est le 4e ou le 5e épisode que je tourne. Et donc oui, en même temps c'est excitant. Mais je dirais pas que c'est tout à fait naturel pour moi. C'est pas neutre. Moi, j'aime bien dire, il y a un temps d'adaptation quand on apprend quelque chose de nouveau. Notre système nerveux, il n'est pas encore adapté. Donc, tu es en plein là-dedans et c'est le cas de tous les gens qui passent à mon micro. Donc, la base. J'ai très envie qu'on parle évidemment de ton chemin vers la visibilité, qui est un truc pour lequel j'ai été avocate. Dans mon coaching amical vis-à-vis de toi, j'ai beaucoup poussé ta visibilité parce que je pense que vraiment c'est nécessaire pour toi, pour ta boîte. Mais avant ça, qu'est-ce que tu voudrais nous partager de ton actualité ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Quelles sont les fenêtres qui sont ouvertes sur ton Windows ? Je dirais que pendant très longtemps, j'ai été dans une certaine forme de lutte, dans le sens où j'avais de très nombreux objectifs. Et ces objectifs me bouffaient au quotidien.
Il en fallait toujours plus, j'avais toujours de nouvelles idées, j'avais toujours des choses à mettre en œuvre. Et en fait, ma vie tournait un petit peu autour de ça. Je pense que depuis maintenant 6 mois, j'entre dans une nouvelle phase de ma vie, c'est-à-dire la phase où les efforts que j'ai faits tout au long du chemin commencent à payer et où j'atteins une certaine forme de stabilité. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel. Et je pense que tout est lié. Donc, pour répondre à ta question, il y a eu ces années où j'ai travaillé à DNA Partners, qui était donc la création de mon cabinet d'avocat, qui a concentré toute mon énergie. Et puis maintenant, on arrive à un certain stade de maturation. On pourra en parler tout à l'heure. On commence à être une équipe assez importante, avec des process qui sont mis en place, avec des relations entre associés qui sont juste parfaites, avec une équipe cohérente. Et du coup, je commence à souffler et ça me libère de la place pour d'autres choses, et notamment pour activer le levier des réseaux sociaux, de la visibilité, parce que je pense qu'un entrepreneur se doit de jouer sur ce levier. En 2025 particulièrement, on a certains entrepreneurs notamment qui disent que ceux qui n'ont pas de communauté dans les 10 ans à venir avec l'IA, etc., sont voués à être vraiment en difficulté. Et j'aime pas les scénarios catastrophes, mais je crois effectivement qu'on est tous amenés à ça. D'abord, bravo. C'est pas pour tirer les pompes parce que t'es mon copain, mais vraiment... j'ai vu l'entrepreneur naître en toi. Et ce que j'ai vu aussi, qui intéressera certainement particulièrement les gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est une danse subtile entre l'expertise juridique qui s'est développée au fur et à mesure sur ce secteur très spécifique, l'expertise aussi du régulatory, qui est quand même un truc vraiment rare dans ce domaine-là, et en même temps tous les enjeux de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que souvent, quand on est au départ un expert, je trouve qu'on est encore plus challengé entrepreneurialement que si on décidait d'ouvrir des garages, faire de la, tu vois, résoudre un problème douloureux sur le marché. Tu vois, t'es quand même à la base un artisan du droit, un technicien qui se niche sur quelque chose de très spécifique et qui en plus fait face à l'adversité de l'entrepreneuriat. Et bon, là, t'arrives à ton apaisement, mais c'est un parcours de 10 ans. Et c'est hyper admirable. J'admire énormément la façon dont t'as jonglé avec tout ça, plus évidemment ta vie perso qui a eu ses propres moments. Donc, ouais, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, quand on me parle de l'aventure DNA Partners, on me dit bravo, t'as vraiment pris des risques au départ, tu t'es lancé dans le grand bain comme ça aurait pu ne pas marcher. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que pour moi, c'était pas une prise de risque. C'est-à-dire qu'une prise de risque aurait été de rester dans ma vie d'avant. Parce que ma vie d'avant, c'était la vie que connaissent beaucoup de jeunes avocats qui travaillent dans des gros cabinets anglo-saxons. C'est-à-dire que vous faites des études à rallonge, parfois des doubles études avec école de commerce, du droit, etc. Vous cumulez pas mal de choses. Et puis ensuite, vous vous retrouvez dans des structures où vous allez être un maillon de la chaîne sur des dossiers assez énormes, avec plusieurs fuseaux horaires. Vous allez être fatigué, vous allez trimer, vous allez travailler. Et pour quelqu'un comme moi, mais je sais que je ne suis pas le seul, il y avait toujours cette notion de liberté, de plaisir dans le travail. Et cette notion, je ne la voyais plus dans mon ancienne vie. Et donc, en fait, poursuivre dans ça m'aurait profondément mis en dépression. Donc souvent, quand on me dit « t'as pris des risques », mais en fait, non, je me suis sauvé en le faisant. Et le jour où je me suis installé à mon compte, j'ai rendu service d'une certaine manière à mes anciens employeurs et je me suis rendu service à moi-même. J'ai commencé l'aventure DNA seul, non pas par choix, c'est parce que j'avais déjà des futurs associés potentiels que j'avais identifiés, mais à cette époque-là, ils étaient très bien dans leur cabinet respectif et donc j'avais pas le choix que de me lancer seul. Et puis ensuite, j'ai envie de dire qu'au démarrage, ça a été un peu l'instinct de survie. Au démarrage, on s'est habitué aussi à un salaire de cabinet américain, on a des prêts sur le dos, etc. Donc il faut dépoter. Et donc il y a eu cet instinct de survie qui m'a poussé à continuer à développer une clientèle, etc. Là où aussi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai jamais voulu faire comme les autres. Donc c'est là où l'aspect entrepreneurial entre en jeu. C'est-à-dire que monter un cabinet comme il en existe des centaines, c'est jamais quelque chose qui m'a plu. Donc je suis toujours resté à l'affût des nouvelles tendances. Déjà l'intelligence artificielle il y a 10 ans, le quantique, les cryptoactifs. Et sur les cryptoactifs, ça a été un peu comme un coup de cœur. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu un dossier sur les cryptoactifs, ça m'a plu. Et surtout, il y a eu le raisonnement suivant, c'est que je me suis dit, tu vas participer
à co-construire un droit qui n'existait pas avant. Et donc, c'est un domaine où, à 29 ans, 30 ans, 31 ans, tu peux devenir expert. Tu n'as pas besoin d'attendre 8 ans, 9 ans, 10 ans d'expertise. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné ce droit-là dans un domaine qui était au départ une niche et qui est en train de devenir un pan entier de l'économie avec une croissance qui est juste exponentielle. Alors, comme ça, j'ai envie de te dire, tu as eu le nez, mais on sait bien que c'est pas le nez. Comment tu... Parce que moi aussi, quelque part, j'ai quand même été guidée vers les avocats en point de départ. Aujourd'hui, on s'ouvre vers les entrepreneurs, mais c'était smart comme ressenti. C'était une perception, une intuition. Toi, c'est quoi? C'est Dieu qui t'a soufflé à l'oreille? Non, en fait, si tu veux... D'ailleurs, c'est souvent comme ça que je fonctionne avec mes clients. C'est-à-dire que quand j'ai un nouveau dossier, je vais essayer de tester leur site internet, leur interface, leur solution, leurs produits, en fait. C'était un peu pareil que la crypto. C'est-à-dire que j'ai rentré un premier dossier qui était un petit dossier crypto. Et la première chose que j'ai fait, c'était d'acheter un petit peu de crypto-monnaie. Alors, je précise un petit peu de crypto-monnaie, comme ça je ne me ferai pas kidnapper devant sortant de chez moi. Nous sommes pauvres. On fait semblant d'être dans la réussite, mais on n'a pas d'argent en vrai. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que lorsqu'on achète sa première parcelle de Bitcoin, on comprend tout de suite l'intérêt de cette technologie. Les premiers intérêts qu'on voit, c'est des intérêts en matière financière et de paiement. C'est-à-dire que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies vous permettent de transférer de la valeur à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour, week-end, jour férié, on s'en fout. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors que demain, avec votre banque, vous souhaitez faire un virement le samedi à 16h, il arrivera que le lundi, par exemple. Le deuxième point très important, c'est que, alors ça, j'ai pas pu le tester, mais c'est que sur Bitcoin, vous pouvez envoyer des sommes de très très grande valeur d'un endroit à un autre du monde, de manière quasi instantanée, avec des frais qui sont minimes. Ouais. Et le troisième point, parce qu'on l'oublie toujours, mais il y a quand même une bonne partie de la population mondiale qui gagne moins d'$1 par jour, le Bitcoin permet les micro-paiements, ce qui permet d'envoyer des centièmes de centimes d'un endroit à un autre de la planète. Donc moi, c'est véritablement ça au début qui m'a parlé. Mais si c'était que ça, je me serais arrêté là. Là où c'était intéressant, c'est que ces instruments, donc ces cryptoactifs, on peut, si je puis dire, les paramétrer, leur donner d'autres utilités. Par exemple, en détenant une crypto, vous pouvez avoir des droits de gouvernance sur un projet, décider si on va lancer tel produit ou tel produit, décider quelle fonctionnalité ça va donner. Et ces possibilités, elles sont innombrables. Et ça m'a passionné parce que je me suis dit, là, il va y avoir de l'innovation, là, il va y avoir des questionnements juridiques, et là, on va s'amuser notamment au regard de la physiologie des clients qui viennent nous voir. C'est intéressant parce que ça me fait penser en miroir à pourquoi ça m'excitait d'aider les avocats. C'est que je sentais qu'il y avait une juxtaposition intéressante entre mon ambition entrepreneuriale et mes compétences de psychologue, que tout était mobilisé en fait dans ce choix. Et j'ai l'impression que ce que tu racontes ici, c'est que ça te faisait frétiller à deux égards. D'abord d'un point de vue entrepreneurial, innovation, et aussi d'un point de vue artisanat juridique, juge juridique, quoi. Complètement. Moi, si tu veux, je me considère... Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je me considère d'abord comme un entrepreneur du droit. Alors, certes, j'adore. Certes, je suis avocat, mais je suis avant tout un entrepreneur dans un domaine, le monde de l'avocature, qui a ses propres règles, sa propre éthique, etc. Et qui sont là pour une bonne raison et qu'il faut respecter, etc. Mais avant tout, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je gère un cabinet, il y a des notions de rentabilité, il y a des notions de fidélisation de clientèle, il y a des notions de rentabilité, de diversité, etc. Et ça, c'est vraiment de marque aussi. Et ça, c'est vraiment au cœur de ma stratégie, dès le départ. J'adore la notion d'entrepreneur du droit. C'est comme ça, si tu veux, que j'ai pensé ce cabinet dès le début. Au départ, on avait... Alors, c'est très facile à dire, a posteriori, de dire on avait une vision. La réalité, c'est que la vision, elle se construit au fur et à mesure. Par contre, il y avait quand même des choses assez fixes qui étaient posées. On voulait devenir le cabinet leader dans le domaine des cryptoactifs et on voulait offrir à cette clientèle ce qu'on appelle un accompagnement full service, c'est-à-dire que peu importe la question juridique que le client a, on est capable de l'adresser. Ça peut être du droit du travail, comment je paye mon salarié en crypto. Ça peut être du contentieux, je me suis fait voler mes cryptos. Ça peut être une levée de fonds en crypto, qu'on appelle une ICO.
Ça peut être du réglementaire. Voilà, j'ai un produit super innovant. Comment je vais faire pour me dépatouiller avec la réglementation pour que ce produit voit le jour? Ça peut être tout un tas de choses. On est là pour ça. Voilà. Et cette vision-là, elle a été atteinte. En l'espace de 3 ans, on est passé du coup de 3 associés cofondateurs à 8 associés. 15 avocats aujourd'hui, ce qui fait de nous, je pense, la plus grande équipe dédiée aux cryptoactifs en France, voire même peut-être dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, on est une équipe de 24 personnes dans 3 bureaux, Paris, Marseille et Nice, Sophia Antipolis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, on arrive à un stade de maturité, de stabilité au cabinet. Je disais tout à l'heure que j'étais beaucoup plus serein maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'objectifs. Nos objectifs sont encore plus ambitieux. Bien sûr. Aujourd'hui, l'objectif principal pour les prochaines années, ça va être le développement de la marque à l'international. L'objectif pour nous, ça va être que DNA devienne une marque identifiable dans le domaine juridique au niveau international. Mais pourquoi c'est moins stressant? C'est parce qu'aujourd'hui, le socle, il est là. Vous savez, il y a Steve Jobs qui disait que ses premiers recrutements, c'est les plus importants. Parce qu'ils vont déterminer tout le reste. C'est eux qui vont être en fait les garants des valeurs, des process, de la manière de travailler, de la rigueur d'un cabinet. Nous, ce socle-là, aujourd'hui, avec une quinzaine d'avocats, il est là, il est bien ancré. Et je suis très très fier de l'équipe qu'on a créée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à scaler, comme on dit, pour aller chercher encore plus loin et dépasser les frontières. Alors, bon, on a envie de te donner 20 sur 20, mais la vérité est quand même qu'il y a de l'adversité dans ton parcours et qu'on n'a pas eu une équipe parfaite d'emblée, que tu as eu à affronter des choses auxquelles, je pense, beaucoup des gens qui nous écoutent peuvent s'identifier dans le cadre de recrutement, mauvais recrutement, problème de management. Voilà, qu'est-ce que tu veux nous partager sur les struggles? Parce qu'aujourd'hui, 20 sur 20, clairement. Et puis moi, quand je t'entends parler, je me dis, ah ouais, waouh, ça va aller très loin cette histoire. Je vois que ça va aller très très loin, très très haut. Et que finalement, à la fin, tu n'auras plus le temps du tout de jouer aux avocats parce que tu vas être sur des décisions stratégiques permanentes par rapport au cabinet, des histoires d'actions, etc., d'actionnaires. Mais genre, tu sais, un peu, je vois un Russell Reynolds, enfin, tu vois, des gros trucs, quoi. DNA. C'est vraiment ce que je ressens. C'est assez ouf. C'est intéressant comment quand un projet il est voué à être grand, tout était aligné. Mais ce qui est intéressant pour pouvoir provoquer de l'identification chez les personnes qui nous écoutent, c'est la difficulté, selon moi. Ouais. La difficulté, si tu veux, dans le cadre de mon projet entrepreneurial, elle était partout. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon cabinet parce que je sortais d'une situation très difficile. Concrètement, j'en pouvais plus. Si tu veux, faire du private equity jusqu'à 4h du matin, parfois il y avait des nuits où je dormais pas. J'ai senti que c'était pas pour moi. J'ai senti que ça me passionnait pas. Et je me rappelle, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça, où j'avais mon associé qui est rentré dans mon bureau à l'époque où j'étais collaborateur et qui me disait « Daniel, super nouvelle, il y a ce nouveau deal qui vient de rentrer. » Et moi, j'avais envie de me tirer une balle. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que je parte pour le bien de tout le monde. Donc déjà, la difficulté à la base, c'est que j'ai créé mon cabinet dans la nécessité, j'allais dire dans le besoin psychologique de m'émanciper de ma vie d'avant, d'avocat en fusion-acquisition, en private equity, en levée de fonds, de gros cabinets anglo-saxons. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, j'étais pas au bout de mes peines. J'étais pas au bout de mes peines parce que quand on lance son cabinet, en fait, on doit devenir expert de tout. Son entreprise. Voilà. Pas que son cabinet. Exactement. Si tu veux, j'avais fait une école de commerce, j'avais soi-disant appris la comptabilité, la finance, etc., le RH. Mais dans la vraie vie, en fait, tu apprends tout sur le tas. Donc oui, j'ai eu des difficultés un peu dans tous les domaines. Dans le marketing, dans la constitution de la marque du cabinet, dans le site internet, dans les investissements à faire. Mais je dirais que les plus grandes difficultés, c'est l'humain. Pour moi, c'est l'humain. Pourquoi ? Parce que un cabinet d'avocats, en fait, ce qu'on vend, c'est de la matière grise. Notre produit, entre guillemets, c'est des êtres humains. C'est les cerveaux des êtres humains. Et donc, ce qui est très bien avec ça, c'est que l'être humain, il est au cœur de toute ta stratégie. C'est-à-dire que si les personnes qui le composent sont pas au niveau, sont pas dans le bon mindset, etc., ton cabinet est voué à l'échec. Ou à la médiocrité. Ou à la médiocrité, ou pour tout un tas de raisons, ton cabinet est voué à l'échec.
Et quand tu lances ton cabinet, il ne faut pas se mentir, tu n'es pas expert en recrutement. Moi, les premiers recrutements que j'ai faits, c'est des recrutements où j'avais jamais mappé mon process de recrutement. Donc je posais des questions comme ça qui me passaient par la tête pour voir si la personne était sympa, si je pensais qu'elle allait être agréable au sein du cabinet. Et sur cette base-là, en réalité, je recrutais. La réalité, c'est que, comme dans toutes les entreprises, il y a eu des tuiles, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Et pour moi, c'est toujours une responsabilité partagée. Parce que la réalité, c'est que quand tu n'as pas fait tes diligences au départ pour avoir le process de recrutement, et quand tu n'as pas eu le discours en recrutement aligné avec ce que tu recherches, discernement. Voilà, tu ne peux pas te plaindre derrière de recruter des personnes qui sont pas adaptées à la structure. Sûr. Donc pour moi, ça a été le plus difficile. Il y a un moment, j'étais au bout du rouleau là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, si tu veux... Moi, c'est ça, là, je veux qu'on ait le chemin du héros. Non, mais parce que c'est ça qui est... Ouais. Là-dessus, si tu veux... Parle-nous du bout du rouleau. Ouais. Le bout du rouleau, ça a été un moment où, en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs dans certains choix humains, on va dire. Et que à chaque fois, quand on fait ce type d'erreur, on le paye cash. Raconte, comment on le paye ? Et je parle pas financièrement, oui. Parce que évidemment, ça a un coût financier de recruter une personne qui n'est pas adaptée, qu'on va former pour rien entre guillemets, etc. Mais le coût émotionnel. Le coût émotionnel est énorme. Bah oui. Le coût émotionnel est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très très difficile, que ce soit pour un dirigeant, pour un associé, ou même pour un collaborateur qui travaille avec des stagiaires. C'est très difficile à un moment de se retrouver seul. C'est-à-dire de se dire, s'il y a une hausse d'activité, je suis tout seul. On a besoin, en fait, dans notre métier, d'être dans une équipe avec une solidarité, etc. Et ça, je pense que c'est le plus grand coup. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça a mis des années. J'ai mis des années à comprendre à quel point c'était important le recrutement. Il y a aussi un auteur que tu connais bien aussi qui a mis le doigt là-dessus, c'est Naval Ravikant, qui parle un petit peu des différents leviers qu'un entrepreneur doit exercer. Et il dit, attention, le levier du recrutement, c'est le levier à utiliser avec le plus de parcimonie. Et aujourd'hui, quand je fais un recrutement, c'est parce que c'est un recrutement qui est utile, je sais précisément ce que je recherche, et en entretien, je dis clairement, voilà, quel est le projet, comment ça va se passer, etc. etc. Et ça a été un struggle, ça a été une difficulté, mais le niveau du cabinet en termes de recrutement a été exponentiel. Et aujourd'hui, honnêtement... Vous savez ce que vous voulez. On a une équipe qui est extraordinaire. Mais vraiment, sur le fond... Big up à l'équipe. Sur la forme... Non, mais sur le fond, sur la forme, je leur dis régulièrement, c'est extraordinaire. Ça, c'est waouh. Il y a quand même un enjeu qui revient beaucoup, alors particulièrement dans l'avocature, mais partout, en fait, c'est les enjeux réputationnels de marque employeur où, en fait, notre peur quand même, et ce qui fait qu'on n'ose pas être un peu straight to the point, tu vois, avec les gens et dire, bah là, en fait, désolé, ça va pas le faire, dégage. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on marche sur des œufs, on a très peur. Tu vois, quand je te parlais du coût émotionnel, je te parle aussi de l'overthinking du dirigeant. Même moi, à mon niveau, je le ressens aussi, la peur d'être le manager toxique, tu vois ça, ce truc-là. Je vais te dire, c'est un point qui est très important. On est aujourd'hui dans une époque du balance ton boss. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont déviants, des comportements de harcèlement, des comportements de ce type qu'on voit d'ailleurs dans les journaux, et ça concerne aussi les avocats, et c'est très bien que ces choses-là sortent. Mais le revers de la médaille, c'est que, et c'est ce que j'observe, c'est que du coup, parfois on a l'effet inverse. Parfois, on amoindrit la souffrance que peut avoir un dirigeant. Tout à fait. Lorsque, typiquement, il recrute quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Et qui fait du chantage affectif. Et etc. etc. Cette souffrance-là des dirigeants, on n'en parle jamais. Et les dirigeants ne s'en plaignent pas. Mais il faut savoir que pour un dirigeant de recruter quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, tout simplement, et ça arrive, qui n'a pas envie de travailler, eh ben c'est extrêmement difficile. Financièrement, mentalement, pour le moral, etc. Qu'est-ce que tu veux leur adresser justement pour qu'ils anticipent et qu'ils se prémunissent de ça ? Maintenant que tu as une super équipe et que tu as passé
Peut-être pas toute ta vie, mais pour le moment, le cap Ouais. de se taper ce genre de... Alors, moi, je pense que il faut, de manière générale, hein, c'est pas que sur le recrutement, il faut avoir conscience de ses limites. Et il faut savoir quand il est temps de demander de l'aide. Moi, j'ai fait appel à un moment à Lila Louise Maréchaux, d'Iris et Thémis, qui fait un travail... Qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse, qui fait un travail extraordinaire. Ouais. Et je lui ai dit cash. Je lui ai dit, voilà, je fais des mauvais recrutements, je me gourre, j'ai beau faire des ajustements, ça marche pas. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que je savais pas où j'allais en termes de recrutement. Et donc, ça a été mappé. Aujourd'hui, j'ai un process de recrutement qui peut paraître difficile, mais chaque étape, on sait pertinemment pourquoi on les a mis en place. Donc, je vais avoir un premier entretien. Mais attention, c'est mon process à moi. Ça ne veut pas dire que ce process fonctionnera pour un autre avocat. Mais moi, mon process, dans mon département, c'est un premier entretien avec une personne où je vais apprendre à la connaître. Alors, je viens sans CV. L'idée, justement, c'est de rester très concentré sur ce que la personne va dire, d'essayer de creuser certains points tels qu'ils me viennent. Ça peut être sur le parcours académique ou professionnel, mais ça peut être... intuitif. Sur toute autre chose, intuitif. J'adore. Donc, premièrement, ça va être de connaître la personne. Et deuxièmement, ça va être de poser certains mots-clés qui doivent être posés de manière extrêmement claire. C'est-à-dire, et je les pose ici, c'est-à-dire que chez DNA Partners, on a un vrai équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Ok. C'est pas dans notre cabinet que tu vas travailler la nuit et c'est pas dans notre cabinet que tu vas travailler le week-end comme dans certains cabinets. Il y a un respect de l'intégrité de la personne. Complètement. La base, en fait. Et d'ailleurs, c'est un respect de l'intégrité à tous les échelons. On a 4 associés sur 8 qui sont des femmes avec des enfants en bas âge. Les 8 associés ont des enfants en bas âge. Donc, au plus haut... Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que tu as toujours eu. C'est ce truc de dire, attends, ces cabinets sont toxiques, moi je suis pas un mec comme ça, je veux créer un cabinet où les femmes sont représentées, elles peuvent partir en congé mat, mais pas dans un truc de virtue signaling, c'est vraiment dans ton ADN pour le coup, DNA et ADN. Daniel Laroche. Didou waouh waouh. Non mais tu vois, comment t'expliques que tu as cette humanité dans ton leadership, c'est quoi, ça sort d'où ça ? Moi ça vient de mes tripes puisque ça vient de mes parents. Là, il va chialer. Moi, je viens d'une famille où la carriériste, entre guillemets, c'était ma mère. C'était ma mère qui a fait 40 ans de carrière à la Banque de France, alors que mon père, pour qui j'ai le plus profond respect, était professeur d'histoire biblique. Voilà. Donc, pour parler concrètement, c'est ma mère qui a amené le fric à la maison. Et j'ai grandi dans cette optique-là. Donc j'ai grandi avec une mère avec sa vision, avec une maman qui est capable de tout dérouiller, de performer au travail, etc. Plus 4 enfants. Plus très très peu de nounous pour nous garder. C'était vraiment la jonglette, etc. Donc moi j'ai cette vision-là. Je pense que ça m'a donné aussi une confiance vis-à-vis des femmes. Et après, de surcroît, il faut bien regarder ma bande d'amis, 70% sont des femmes, tu le sais très bien. Donc je pense que j'ai une sensibilité aussi féminine par rapport à ça, je m'entends très bien avec les femmes de manière générale. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, au sein de mon département, si je prends la photo actuellement, 5 femmes et moi tout seul au sein du département. Et bien. C'est un équilibre qui me convient. Ouais, mais tu l'as toujours dit, que tu aimais bosser avec les femmes. Je pense qu'au-delà de ta mère, il y a peut-être un truc qui résonne davantage dans l'approche peut-être du travail, je sais pas, justement ce lien à la performance, peut-être les femmes l'approchent autrement. Je sais pas, la réalité c'est que j'ai aussi eu dans mon équipe des gens extraordinaires et qui étaient des hommes, donc je fais aucune hiérarchie, voilà. Après c'est vrai que, en tout cas dans mon travail, je sais pas, ça se passe habituellement bien mieux avec les femmes. Voilà. Okay. J'observe, on va dire statistiquement, sur la forme un petit peu plus de rigueur, notamment. Ah ouais, intéressant. Voilà. Même s'il y a évidemment beaucoup de contre-exemples, et pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a eu un stagiaire, Victor, que je salue, qui était extraordinaire. J'ai essayé de le recruter. Reviens, Victor! J'ai essayé de le recruter, j'ai pas réussi, mais peut-être Victor. Que tu reviendras. Ouais, maintenant que tu es dans le podcast, oui. Voilà. Donc non, je fais pas de hiérarchie entre les deux, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la photographie, c'est 5 femmes, un homme au sein de mon département, et plus largement au sein du cabinet, il y a 2 gérants dont je fais partie, et je co-gère le cabinet avec Margot Frisk.
Il y a 8 associés, dont 4 femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, sur les 8 associés, il y a 8 parents en bas âge. Ok. Donc, je pense que ça, c'est très important. Tu sais, il y a aussi un autre point qui est assez important, c'est que, tu vois, pour moi, quand on parle de mixité, il faut que ça se reflète aussi dans des actes. Alors nous, les actes, ça se voit, enfin, ils s'illustrent par l'organisation même du cabinet, mais pas que. Ça s'illustre aussi parfois dans le portefeuille. Je te donne un exemple très clair. On ne voulait pas qu'un associé ait l'idée saugrenue de ne pas recruter une femme par peur qu'elle tombe enceinte ou je ne sais quoi. Mais c'est ce qui arrive dans le monde du travail. Je sais. C'est ce qui arrive dans le monde du travail. Aujourd'hui, dans beaucoup de cabinets, une femme qui a la trentaine, qui n'a pas encore d'enfants, etc. C'est un red flag. Ça peut être un red flag. Ouais. Alors nous, ça a été très simple pour s'enlever ces maux de tête. On a mis en place une solidarité entre associés. C'est-à-dire que chez DNA Partners, c'est l'associé qui paye la rétrocession d'honoraires de sa collaboratrice. Si une collaboratrice tombe enceinte, tous les associés du cabinet se mobilisent. Viennent payer, partager la rémunération de la collaboratrice qui est enceinte. Voilà. Et le message qu'on passe, c'est que personne ne doit se freiner de recruter quelqu'un de par son sexe, parce qu'on considère en réalité qu'à la fin, on sera gagnant. En réalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique stratégique là-dedans de cohésion économique, de dignité, etc. de vision, d'humanité. Et puis une femme, bien dans son alignement, en sécurité, elle te propulse. C'est aussi stratégiquement intelligent de laisser de la place à une femme de vivre ses grossesses et de lui dire mais t'es quand même admise et regarde, on se mobilise tous. Et puis aussi, effectivement, ça envoie un très très beau message. Je trouve que tous les associés se réunissent autour de cette femme et de son associé qui s'occupe d'elle. Complètement. C'est ouf. Complètement. Et puis, je pense que ça met tout le monde dans une situation où tout le monde est confortable. Et je pense que quand une femme revient de congé maternité au sein du cabinet, et ben en fait, elle se sent chez elle. Et donc, elle a envie d'être fidèle à ce cabinet, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que pour un cabinet d'avocats, en tout cas pour le nôtre, le turnover, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Nous, on le dit à nos collaborateurs, notre objectif pour nos collaborateurs, c'est qu'ils deviennent demain counsel, c'est qu'ils deviennent demain junior partner. Il n'y a pas de limite là-dedans. Voilà. Donc, se priver en fait des femmes de plus de 35 ans, grosso modo, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. J'adore que tu dises il n'y a pas de limite parce que c'est vrai que très souvent, ce qui va faire qu'on plafonne, c'est que le cabinet, il a posé une limite et il faut un partenaire de 10 ans pour que je puisse éventuellement. Et donc, tes meilleurs talents se barrent, on le voit dans les très grands cabinets, montent ensuite puisque j'ai plein de clients dans le cas, montent ensuite leur activité effortlessly et se disent mais putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? Et c'est dommage parce que ces grands cabinets, ils pourraient bénéficier de cette vision où en fait l'avocat joue un jeu infini et pas un jeu fini. C'est un très bon point que tu soulèves. En fait, la réalité, c'est que comment tu veux qu'un stagiaire ou un collaborateur monte au ciel dans un cabinet si l'associé lui-même ou le managing partner, le dirigeant du cabinet lui-même, a un plafond de verre ? Moi, c'est une question que je me suis posée. Aujourd'hui, je suis co-dirigeant du cabinet, je suis associé fondateur. C'est quoi la suite ? Et qu'est-ce que j'offre en fait à mes collaboratrices comme vision ? C'est-à-dire, au mieux, tu arriveras un peu en dessous de là où je suis. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'ai pas de plafond de verre. Parce que, comme je le disais au début de ce podcast, l'objectif aujourd'hui pour DNA Partners, c'est de dépasser sa condition nationale. J'adore. Moi, mon objectif demain, dans les 5 prochaines années, c'est de créer le KPMG de la crypto. J'adore. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, de créer un cabinet qui, géographiquement, soit le plus étendu possible, dans des juridictions clés pour les cryptoactifs, mais pas que, mais également un cabinet pluridisciplinaire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas demain avoir des branches de recrutement, toujours liées à la crypto, mais dans d'autres domaines, recrutement, la finance, etc. Management. Voilà. Et donc, si tu veux, quand je dis que j'ai pas de plafond de verre, c'est que mon objectif, moi, demain, c'est de piloter justement ce groupe, ce grand conglomérat mondial qui va être dédié aux cryptoactifs et qui pourra couvrir non seulement les besoins juridiques en France, mais les besoins juridiques partout dans le monde et pas que les besoins juridiques.
Voilà, oui. c'est ça qui m'anime au jour le jour. Ouais, c'est pour ça que je pensais à... C'est très beau. C'est marrant parce que toi et moi, on a beaucoup travaillé sur ta vision entrepreneuriale. Je t'ai coaché pendant un temps. Avec tous les enjeux de coacher mon meilleur ami, mais on l'a fait, et c'était incroyable. Et je me souviens que justement, le grand thème, c'était comment on fait de cette vision finie une vision infinie. Et je sais pas si tu te souviens, mais tu avais beaucoup de mal à l'époque à te voir avocat et en même temps jouer ce jeu. Comment ça s'est débloqué ? Qu'est-ce qui fait que t'es enfin passé de l'autre côté dans ton identité ? En fait, je pense que t'as mis le doigt à un moment sur quelque chose d'extrêmement puissant et que j'avais pas en tête à l'époque. C'est que souvent, les choses dont on a le plus peur, c'est les choses dont on rêve le plus. Et on va se trouver tout un tas de raisons pour pas les faire. Moi, cette chose-là, je pense que chaque personne qui nous écoute a son petit truc comme ça limitant. Mais moi, mon vrai truc limitant, c'était l'exposition médiatique. Je me souviens. Et alors, je me cachais derrière ça. Je disais à Alice pendant le coaching... bon, c'est un coaching qui a duré une vie, mais on a eu quand même une phase de quelques mois avec un vrai coaching de ton programme. Et moi, je me cachais derrière le fait que, regarde, non, mon cabinet, il fonctionne très bien, il se développe tout seul. Moi, je préfère vivre caché. Ah oui, moi, je préfère vraiment vivre caché. J'ai pas besoin de me médiatiser. Et c'était faux. Comment j'ai découvert que c'était faux ? D'abord, toi, tu as mis le doigt sur le fait que plus on a peur de quelque chose, plus on est attiré par ça. Mais il y a eu un deuxième... Ça a été une danse en deux temps. Le deuxième temps, ça a été toujours avec ce livre de Naval Ravikant, où il vous dit chaque personne a un talent caché. Et si vous voulez découvrir ce qu'est votre talent caché et ce à quoi vous allez dédier une bonne partie de votre vie, c'est très simple. Vous allez demander à vos parents à quoi vous étiez très très bon quand vous étiez petit. J'adore. Et j'ai envoyé comme ça un message à ma mère, je me rappelle un WhatsApp comme ça un matin, et je lui dis maman, dis-moi, quand j'étais petit, c'était quoi la chose où j'étais vraiment fort naturellement ? Et alors là, la réponse, elle arrivait tout de suite. Il n'y a pas eu de réflexion. Elle m'a dit, tu étais excellent au théâtre, tu te déguisais en Mexicain au club pour enfants, et ça m'est revenu comme ça. Et ensuite, j'ai tout remis en perspective. Oui, en fait, j'adore ça. Quand j'étais à la fac... On a ça en commun. Voilà, en deuxième année de droit, en première, en deuxième année, j'étais inscrit dans les concours d'éloquence. Je me rappelle qu'en deuxième année, j'avais remporté le concours d'éloquence de ma fac. C'est des éléments qui sont très marqueurs dans ma vie. Mais ça a été un parcours de 15 ans pour dire à un moment, en fait, j'ai envie de briller moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de m'exprimer. Moi aussi, j'ai des choses à dire. J'ai pas moins à dire que l'autre personne qui est très médiatique. Mais voilà, j'ai pas plus à dire, mais j'ai pas moins à dire non plus. Voilà, et c'est comme ça en fait que je suis arrivé là. C'est intéressant parce que je dis souvent qu'il y a un lien très fort entre l'abondance et la visibilité. Et aujourd'hui, moi, j'utilise la visibilité comme levier de dépassement de plafond de verre des entrepreneurs que j'accompagne, qui est souvent l'enjeu le plus difficile, c'est la peur d'être vue. Elle prend racine à l'école, elle prend racine en colo, elle prend racine dans des moments où on a eu honte. C'est la honte, en fait, qui nous fait vraiment être terrifiés par la réputation. Et puis, il peut y avoir des espèces de croyances qu'on va être déterrés sur des trucs qu'on aurait mal fait, on est paranoïde. Toi, si tu avais quelque chose à nous partager sur la blessure ontologique, le truc qui faisait que c'était tellement viscéralement dur pour toi de passer ce cap de la visibilité, et comment tu l'as transcendé aussi Alors, moi, je démarre mon passage vers la visibilité. Oui. Ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui a 1 million de followers à travers le monde, qui m'a tendu la main pour faire un podcast. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai lancé ce podcast sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation. T'as tendu la main, tu lui as tendu la main. Oui, on pourra raconter un petit peu cette histoire après. L'idée venait de moi, mais si tu veux, pour une personne... De nous, oui, tout à fait. Mais si tu veux, pour qu'une personne de cette stature accepte de travailler avec quelqu'un qui était un peu un nobody médiatiquement, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Et disons qu'il m'a mis le pied à l'étrier, donc ça a été très important. Et j'ai continué. Maintenant, je travaille avec une agence de production. Je fais des vidéos sur Instagram, sur TikTok, etc. Tu publies pas trop sur LinkedIn, c'est dommage parce que c'est génial. Ouais, je le ferai. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, mon focus, il est sur Instagram et sur TikTok parce que je pense que j'avais besoin de débloquer quelque chose. Ok.
Je pense que j'avais besoin de me sortir le balai, Ouais, tu vois, ma passion. et aussi de commencer à parler à des gens qui ne sont pas les clients que je côtoie au quotidien. Et c'est ça que j'aime bien dans l'exercice, c'est que au quotidien, mes clients, c'est des boîtes du CAC 40, c'est des grandes entreprises publiques, ou sinon c'est ce qu'on appelle des scale-up, c'est-à-dire des boîtes qui ont une très forte croissance. Au quotidien, quand je parle sur Instagram ou sur Plus TikTok, populaire. je parle à tout le monde. C'est-à-dire que je peux venir vous expliquer comment on met fin au démarchage commercial, des mecs qui vous appellent 15 fois par jour et tout le monde en a marre, et comment on met un terme à ça. Ou sinon, aux dirigeants d'entreprise, est-ce que vous saviez que votre adresse personnelle, elle est disponible partout sur Internet ? Je vous explique comment vous y mettez un terme. Voilà, c'est ça mon positionnement. Mais ça a été très dur. Très, très dur. Pourquoi ? Ça a été très dur parce que on essaye de se donner une image. Moi, je me suis dit, attends, le but de DNA Partners, c'est de devenir un cabinet de plus en plus institutionnel. Ouais. Et on associe institution à... Voilà, et je me suis dit, mais que vont penser mes clients qui vont tomber là-dessus ? Qu'est-ce qu'ils vont penser, mes clients ? Je me suis dit ça. Je me suis dit, mais est-ce que je vais intéresser les gens ? Les gens, ils s'en foutent de ce que je raconte. Ils s'en foutent de la crypto, ils s'en foutent du droit, etc. Pour tous ceux qui écoutent ici, on est bien d'accord de dire qu'on s'en fout pas du tout de ce que tu racontes. On boit tes paroles. Mais donc, tu vois, et puis ensuite, il y a aussi ta relation avec ton image. Ouais, ça, c'est dur. C'est très dur. Moi, les premières vidéos que j'ai regardées, ah putain, cette mèche qui est là, ah putain, je suis gros, ah putain, là, je m'exprime mal. C'est très, très dur de lâcher. It requires courage. Voilà, c'est assez dur de lâcher. Mais j'ai envie de dire aux gens qui hésitent à se lancer, il faut pas forcément le faire avec un objectif précis. Personnellement, j'ai rien à vendre à ma communauté. Bon, elle est toute petite, ma communauté, j'ai 1500 followers sur TikTok et sur Insta. Mais j'ai rien à leur vendre. C'est-à-dire que moi, ce que je vends au quotidien, c'est des agréments pour des boîtes crypto devant l'autorité des marchés financiers. C'est des dossiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque dossier. Donc, je n'ai rien à vendre j'ai envie de dire, au commun des mortels qui me suit sur ces réseaux sociaux. Par contre, j'ai beaucoup à y gagner. C'est-à-dire que plus je fais des vidéos, déjà plus je suis à l'aise, plus j'apprends aussi à captiver un auditoire dans les 3 premières secondes. C'est très, très dur comme exercice. Très dur. Et très intéressant à apprendre pour tout le pour business. Tout. Habituellement, tu rencontres quelqu'un, bonjour, comment ça va ? Tu as tout le chit-chat, tu vois ? Sur une vidéo, non, tu rentres dans le vif du sujet. Soit tu les captes, soit ils sortent. J'adore. Donc, tout ça pour dire que je ne le fais pas pour les autres. Aujourd'hui, je le fais pour moi. Tout à fait. Et j'essaye de donner en même temps à une communauté qui, j'espère, grossira. Et peut-être que quand elle sera très importante, je le souhaite, on verra ce qu'on en fait. Ce sera quelque chose, j'ai envie de dire, une décision que je prendrai avec cette communauté. De quoi vous avez envie que je vous parle ? Tout à fait. Formation, pédagogie. Est-ce que vous voulez que je vous forme sur quelque chose ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un événement physique où toute la journée, on va parler de crypto et où je vais faire venir des experts de ma clientèle dans tous les domaines ? Non, mais tu vois, ça va être génial. Mais ça viendra dans un second temps. Mais ça m'excite beaucoup, je suis désolée, mais je le vois. En fait, aujourd'hui, on veut une hype. Même si on est sur de l'institutionnel, du régulatory et tout, je pense que les entreprises, elles sont appelées à créer une vibe. Et en fait, si mon avocat ou le dirigeant de mon cabinet d'avocats, c'est un mec frais qui a créé une vibe, qui a créé une communauté, qui a de l'humour, mais je suis 100 fois plus enclin, même si je pèse 300 millions, à le choisir lui, parce que je sais ce que ça coûte, le travail qu'il est en train de faire, et j'ai du respect pour ça. Et dans les années à venir, on va tous se reconnaître les uns les autres, ceux qui ont osé être visibles, et on va vouloir aller chez eux. Entre un prestataire de service A et un prestataire de service B, je choisirai toujours celui qui s'est rendu visible. Parce que je sais la paire de cojones ou d'ovaires qu'il faut pour le faire. Et tu vois, franchement, c'est du courage que ça t'a demandé. Il y a aussi un point qui est extrêmement important là-dessus, c'est que tu sais, parfois il y a des phrases bateaux qui sont fondées quand même sur un socle de vérité. Et tu sais, il y a cette phrase qui dit I don't chase, I attract. Ouais. Ok ? Je vais pas rechercher, j'attire. Ouais. Attention, on n'attire pas comme ça en claquant des doigts. Ça s'apprend d'attirer. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que j'attire personne. Il n'y a aucun follower qui vient par magie sur ma page. Je ne les attire pas. Par contre, je fais le parallèle avec DNA Partners.
au début, je peux te dire qu'avec DNA Partners, on n'attirait pas. On y allait avec notre hache, on allait dans les salons, on allait networker, on relançait des anciens clients. Vous preniez pas toujours les bons clients. On prenait pas toujours les bons clients. Et quand on faisait un pitch, on donnait tout. Je peux te dire qu'on faisait des dépressions quand on rentrait pas un client. Donc on n'était pas du tout dans l'attraction. Aujourd'hui, les clients, ils tombent tout seuls. Ouais. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours via l'adresse contact du cabinet, contact@dnapartners.fr, si jamais il y a un potentiel client qui est intéressé. Tu vas recevoir des mails de confrères, ça, c'est sûr et certain. Mais tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait des sociétés. Et attention, c'est pas que des startups. Hein. Parfois, on a des mastodontes qui viennent envoyer un email random via l'adresse contact en nous disant le prestige de votre pratique, votre réputation. Enfin, ça, c'est attirer des gens. Ouais. Okay. Mais attention, tu as posé un standard dès le début. Tu as fait un site internet quand tu as lancé ton truc. Tu as pris le top du top. Bien sûr. Tu as toujours été quelqu'un qui veut mettre les standards au plus haut. Et moi, c'est ça que j'enseigne à tous les entrepreneurs que j'accompagne, c'est l'élévation des standards, incarner cette « je suis une légende ». Et ça, même quand tu étais, entre guillemets, un petit, t'incarnais déjà. C'est un point très important. Je vais y venir. Pardon. D'abord, ce que j'ai envie de dire sur l'attraction, c'est que de la même manière que chez DNA Partners, on n'attirait pas, mais on s'est donné les moyens au bout d'un moment d'arriver au stade où les clients tombent tout seuls. Et ben, c'est exactement ce que j'essaie de reproduire sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, ça tombe pas tout seul. J'y vais à fond, je prends des risques, c'est difficile. Je peux te dire qu'au début, tu connais ça très bien, mais quand tu as 200 followers et que tu publies des vidéos, tu te dis... C'est parfait pour l'ego. Voilà, c'est un médicament pour l'ego. Un médicament pour l'ego. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que je passe pas pour un con ? Il n'y a que tes potes qui te voient et qui te jugent derrière. Exactement, c'est très dur. Très dur. Mais on sait qu'il faut passer cette phase. C'est obligé. Et on sait qu'une fois que tu l'as passée, en fait, à la fin, les gens sont unanimes. Parce qu'à un moment, quand tu as 50 000, 100 000 personnes qui t'écoutent et que tu intéresses, c'est très difficile de dire son travail n'est pas intéressant. Et quand tu arrives là, tu n'en as plus rien à foutre que les gens t'applaudent. Parce qu'en fait, c'était le chemin qui t'intéressait et le fait d'être libre. Et c'est ça qui est ouf. C'est ce que dit Brené Brown dans Rising Strong. Brené Brown a fait tout un travail de recherche autour de la vulnérabilité. Et elle parle des gens dans l'arène et des gens dans les gradins. Et elle dit, il n'y a que les gens dans l'arène qui peuvent parler aux gens dans l'arène. Et en fait, une fois que tu es dans l'arène, tu n'en as plus rien à foutre que tes copains qui sont encore dans les gradins, ils te disent « putain !» Ça fait plus l'effet qu'on pensait vouloir quand on avait 200 followers. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, t'as les flashs sur le visage, donc tu ne vois plus qui est dans le... Non, et pour répondre à ton point sur l'incarnation, ça c'est un point qui est très important. C'est que, alors, ça c'est vraiment pas un conseil, et encore moins un conseil en investissement. C'est que moi, si tu veux, depuis très longtemps, j'ai toujours... Alors, pendant de nombreuses années, j'essaie toujours d'avoir un temps d'avance sur là où je voulais arriver. Donc, quand j'étais élève avocat, donc encore stagiaire, j'ai acheté mon premier studio, je me suis surendetté pour ça. En fait, j'ai toujours fait les choses un petit peu en avance pour me mettre un petit peu dans le dur. Ok ? J'adore. De la même manière que c'est quelque chose qui m'a suivi en fait toute ma vie. Quand j'ai cofondé DNA Partners, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une soirée événement de création du cabinet. Ouais. Mais il fallait voir la soirée événement. Ouais, t'as mis le paquet. Le paquet comme on n'avait jamais vu ça. Genre la bar mitzvah de Coco. C'est-à-dire qu'on a loué une salle dans un hôtel au Louvre avec 20 mètres de hauteur sous plafond, des moulures partout, etc. On a invité 150 clients, donc il y avait 200 personnes, bar à cocktail et compagnie, bar caché... C'était n'importe quoi. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais le message qu'on a envoyé, c'est on est extrêmement ambitieux et extrêmement optimiste pour l'avenir du cabinet. J'adore. Voilà. Et ensuite, on a fait ça pour tout le reste. On a investi énormément d'argent sur la communication, sur le site internet. Alors nous, c'était pas bien compliqué. On a pris l'agence qui travaille avec les plus gros cabinets d'affaires. Pour vous donner la vraie histoire, c'est simple. Il y avait tout simplement le site internet d'un des plus grands cabinets d'affaires français qui s'appelle Darrois, pour ne pas le citer. J'adorais leur site. Il était épuré, il était beau, avec beaucoup de couleurs, etc. Enfin, j'aimais beaucoup. Et ben, je suis parti voir dans les CGUV, tu sais, le truc que personne ne lit, qui avait fait le site. T'as retrouvé. Et j'ai vu que c'était Elliott Marcus et j'ai dit, c'est eux que je veux. Ouais. Ils nous ont fait un site que moi, j'aime beaucoup.
Et ensuite, c'était pareil T'as pour mis tout le le budget. reste. Voilà, le budget partout, pour le recrutement, pour la communication, pour les finances. À chaque fois qu'on est cheap sur quelque chose, on perd du temps et on... Exactement. Donc on gagne du temps. Parce que tu recrutais sans aide avant et t'as perdu du temps à cause de ça. Tu mettais pas de budget sur le recrutement au départ. Complètement. Et puis si tu veux, parfois tu gagnes du temps au départ à le faire toi-même, mais en fait tu vas en perdre beaucoup sur le long terme parce qu'il y aura des erreurs, parce que ce sera pas optimisé, parce que tu n'auras pas les réflexes de quelqu'un qui l'a fait 100 fois avant toi. Donc non, investir. En fait, moi je dis souvent, ou plutôt mon associé Stéphane dit souvent, je reprends une phrase qui vient de lui. Stéphane, on n'a pas parlé de lui. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais Stéphane dit très souvent que en fait, on n'investit pas sur quelque chose, on investit sur soi. C'est-à-dire que quand on dépense en communication, quand on dépense en site internet, etc., on investit sur soi. Ensuite, c'est ces éléments-là qui font le travail à notre place. Ouais. Moi, je pitch un client. Derrière, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir mon LinkedIn, mon site internet, etc. Et là, mes canaux travaillent pour moi. Ouais. Voilà. Donc, c'est une dépense one-shot que j'ai fait il y a plusieurs années qui continue de porter ses fruits. C'est frites. Mais ça donne de l'autorité, c'est vraiment ça, c'est ce que j'appelle l'autorité magnétique. Ouais, et ben écoute, ouais, en tout cas, tu incarnes parfaitement tout ce que j'enseigne et de façon intuitive depuis le début. Tu as fait des achats immobiliers avant de savoir si ça... En fait, tu as toujours eu cette énergie que moi, qui m'a inspirée, qui m'a portée et que j'ai toujours admirée. Et en même temps, je me suis dit, waouh, la pression qu'il arrive à supporter, ce mec, c'est next level. J'adore cette phrase qui dit « Pressure is a privilege ». Et toi, tu incarnes le privilège de la pression parce que depuis le début, en fait, tu fais tes bold moves. Et en fait, la réalité catch up à chaque fois. Et c'est vraiment, je me permets de faire une petite parenthèse pub, l'enjeu de mon prochain programme qui s'appelle Legendary, qui est un bootcamp en 6 semaines, où l'idée, c'est qu'on fasse exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire on vienne incarner la personne qu'on est en train de devenir maintenant. Parce que souvent, on postpone. Bien sûr. Tu sais... Il y a une... Bon, pareil, je vais pas citer du Nietzsche, hein, mais... si, please. Mais je pourrais pas, de toute façon, le citer parce que je le comprends pas. Non, je suis tombé assez récemment sur une vidéo qui circule, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de Jeff Bezos, qui parle du stress. Ça m'a énormément parlé. J'ai tout de suite ressenti une résonance par rapport à ça, où il dit, en fait, en substance, que le stress, c'est toujours, mais toujours, la résultante de l'inaction. Je m'en suis vraiment rendu compte. Et maintenant, en fait, à chaque fois que j'ai la moindre anxiété, le moindre stress, je me demande ce sur quoi je peux agir pour le faire disparaître. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenu accro à l'action. Ouais, same. Parce que moi, si tu veux laisser sur ma to-do des choses qui me stressent pendant des mois, attention, ça peut être le dégât des eaux dans mon salon, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou ça peut être une discussion que j'ai pas envie d'avoir avec un collaborateur, un associé, un stagiaire, etc. De l'évitement. À chaque fois qu'on évite, on accumule ce stress. À chaque fois qu'on apprend à le sortir, en réalité, on remet la balance à zéro. Complètement. C'est toi mon coach aujourd'hui, genre. Non, ça c'est vrai que je suis à fond là-dedans. Et d'ailleurs, je suis devenue aussi une machine, littéralement une machine en fait. J'ai jamais un mail raté. Même avec mes potes, là, je commence à avoir les conversations difficiles que j'ai évitées depuis 10 ans. Plus tard que récemment, on n'a pas eu une conversation difficile, mais en tout cas, on a clarifié ce que ça voulait dire pour nous, amis. En fait, ça se joue sur toutes les sphères de notre vie, des ex, des personnes qu'on fréquente, les amis, notre collaborateur, ce site internet qu'on veut faire depuis longtemps, mais qu'on repousse. Allez, vas-y, là, je t'envoie le truc, on y va. Et du coup, moi, j'appelle ça le bon stress. C'est le stress de l'action, c'est le stress du mouvement. Et je suis tout à fait d'accord, le stress oxydatif, le stress qui te consume, qui te pourrit, c'est le stress de cette perpétuelle remise à demain. Et souvent, on retrouvera dans l'entrepreneuriat une peur de lâcher l'oseille. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Parce qu'au fond, il s'agit de faire le virement et d'y aller. T'as raison, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à comprendre que sortir de l'argent, c'est l'investir pour soi, investir sur soi. Et aussi, l'argent, il faut le faire circuler. Ouais. Voilà, c'est très important de le faire circuler parce que de la même manière qu'avec nos clients, on n'est pas peu cher, et de la même manière qu'un bon partenaire, qu'un bon prestataire, il faut le payer à sa juste valeur. Moi, je dirais qu'il y a cette question d'argent, mais il y a aussi un point qui est très important dans l'immobilisme, c'est la peur de l'échec. Plus vite on apprend à fail in public, littéralement à se casser la gueule en public, à faire des erreurs, etc. Et plus vite
et moins on a peur de ça, et plus en fait on va être capable d'agir, etc. Ouais. Moi, donc le cabinet, j'ai conscience que c'est un cabinet qui a une croissance qui est exponentielle, etc. Mais si les gens savaient le nombre d'erreurs qu'on fait, bah ouais, vas-y, raconte. Et surtout le nombre de dépenses ratées, bah oui, qu'on jette par la fenêtre, vous pouvez pas savoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une dépense ratée, entre guillemets, derrière l'erreur, on la refait plus. Exactement. La leçon, on en tire toujours une leçon. J'ai des exemples en tête qui sont risibles. Alors j'ai un exemple récent. Alors j'ai 2 exemples. J'ai un premier exemple que les gens savent pas, c'est que par exemple à un moment on a essayé de mettre les bureaux du cabinet dans le métaverse. Oui. Donc en fait d'avoir un bureau virtuel en 3D, etc. où les associés se retrouvaient pour discuter, etc. Bon, ça n'a pas marché. Ça nous a coûté de l'argent. Mais j'ai appris tellement de choses là-dessus. Et j'en ai pas rien tiré. Aujourd'hui, par exemple, quand on est tous sur un call, sur une visio, par exemple via Teams, avec des clients, tout le monde, tous les avocats du cabinet ont un fond d'écran dans un appartement 3D qu'on a fait designer par notre agence de communication. Et chaque personne est à un endroit différent de ce bureau en 3D. On peut croire que c'est futile, mais en fait, c'est super sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous l'impression, même à distance, d'être au même endroit, mais tu vois, à des postes différents, et ça donne un vrai sentiment de cohésion vis-à-vis de nous, vis-à-vis des clients. Donc tu vois une dépense ratée, mais en fait qui ne l'était pas parce qu'on en a tiré du knowledge. Par contre, une vraie dépense qui pour le coup va peut-être être ratée, c'est que, tu vois, récemment, je me suis fait avatariser. Je suis passé dans une machine à 360 degrés, je me suis fait avatariser en me disant que peut-être que pour gagner du temps, demain, j'aurais plus besoin de passer en studio pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je taperai juste un prompt et j'aurai mon petit avatar qui bougera. Bon, ça fait des mois que je me suis fait avatariser. J'ai toujours pas fait une vidéo tellement c'est compliqué, etc. Ça m'a coûté des milliers d'euros. Bon. Mais je regrette pas tout ça. Et plus j'arriverai en fait à en parler publiquement et à parler aussi de ces erreurs-là, et plus en fait je me libérerai de la honte. Des dernières cordes qui peuvent m'enchaîner avant de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que quand on n'a plus rien à foutre de prendre des risques pour ton ego, pour tes finances, quand t'es all-in, t'as une agilité, une flexibilité de mouvement, une vélocité de mouvement qui n'a rien à voir. C'est vrai que l'ego, selon moi, est vraiment ce sur quoi on doit travailler le plus en entrepreneuriat. C'est pour ça que mes programmes sont extrêmement efficaces, parce qu'on travaille beaucoup sur l'ego. Parce que c'est bien d'avoir des stratégies, mais tu sais très bien comme moi que c'est pas ça à la fin. À la fin, c'est la vélocité. Démarrer vite. Bah ouais. Démarrer très très vite, démarrer mal, démarrer de manière imparfaite. Dépenser de l'argent qui peut-être sera jeté par les fenêtres, si vous en avez la possibilité, évidemment. Tout le monde ne peut pas se permettre d'investir dans un beau site internet, etc. Non, mais même petit, même beginner, on investissait déjà, on prenait déjà des risques financièrement, toi comme moi. Exactement. En fait, c'est à échelle, c'est-à-dire après, si tu prends tes risques à ton niveau, mais c'est un mindset. Je te donne un exemple, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Lorsque j'ai commencé à être collaborateur en première année en cabinet d'avocat, j'avais pas encore obtenu mon premier salaire, ma première rétrocession d'honoraires. Du coup, j'avais des fonds qui étaient extrêmement limités. Et un jour, j'ai un client qui voulait, un beau client pour le coup, je me suis dit, attends, c'est incroyable, il faut vraiment que je le rentre. Donc, il y avait ce client, et donc, il me propose d'aller déjeuner. Et typiquement, l'investissement que j'ai fait, c'est que je l'ai amené dans un bon resto. Ouais. Voilà, un resto qui était au-dessus de mes moyens, etc. Ouais. Mais derrière, j'ai investi sur moi-même. Et derrière, j'ai rentré ce client que j'étais pas forcément censé rentrer à 27 ans quand j'étais en première année de collaboration. Ouais, et après, tu vois, je pense beaucoup se disent, le mec a quand même une sacrée paire de couilles parce que non seulement il dépense plus que prévu, donc il la joue pas safe financièrement, mais en plus, il la joue pas safe juridiquement parce que ça se trouve, tu sais, t'as beaucoup d'avocats, jeunes avocats, qui ont peur du mécontentement d'un client, qui ont peur de décevoir un client, qui ont peur de commettre un impair juridique. Et c'est vrai que pour moi, un avocat à forte croissance sur un plan juridique exclusivement, c'est aussi un avocat qui prend des risques dans le genre de client qu'il onboard et le genre... Alors parfois je leur dis, ça dépend de où ils en sont, mais parfois je leur dis, les gars, vous mettez pas non plus dans une situation trop périlleuse à prendre des dossiers énormes que vous pourrez pas gérer. Mais quand même, à un certain niveau, c'est intéressant de stretch aussi. Ouais, c'est un très bon point. Je pense qu'il y a 2 types de situations. Un avocat, il peut pas prendre tout seul tous les dossiers. Il y a des dossiers qui sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop risqués, et quand on n'a pas l'expérience, faut pas prétendre auprès d'un client qu'on est capable de faire. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui pensent que 90% des dossiers rentrent dedans, alors que c'est pas vrai.
Il y a beaucoup de dossiers qui font peur à la base, mais en réalité, qui sont des dossiers où on peut, en faisant les bonnes recherches, en fouillant un petit peu, on peut sortir le dossier. Ok ? Moi, quand j'ai commencé à développer ma clientèle personnelle, donc c'était en 2017, donc j'avais 27 ou 28 ans, j'avais les deux types de dossiers. J'avais des dossiers que je traitais qu'avec mon associé actuel, Stéphane, mais qui à l'époque était mon boss, qui était collaborateur, 4e année chez Davis Polk, le cabinet américain où on travaillait. Donc les dossiers très complexes, j'allais voir Stéphane, je lui disais, est-ce que tu veux travailler avec moi sur ce dossier ? On faisait 50-50. Et là, c'était magnifique. Parce que j'apportais un dossier que j'allais traiter avec, comme d'égal à égal, puisque j'apportais le client, avec quelqu'un d'extrêmement compétent. Tu ramenais le gibier et ramenais l'expertise. Exactement. Et c'était un autre deal 50-50, comme ça. Et j'ai beaucoup appris comme ça. Et puis à côté de ça, je me formais. Donc derrière, quand le même dossier revenait, je le traitais tout seul. Ouais. Tu vois ? Maintenant, je ne vais pas cacher le fait que pendant très longtemps, j'avais très peur sur certains dossiers. Non pas, j'avais pas peur de foirer le dossier ou quoi, mais je me disais, t'as une responsabilité sur ce dossier, sur cette levée à 30, 40, 50 millions d'euros en crypto-monnaie, dans un domaine où il n'y a pas de réglementation ou très peu. C'était chaud. C'était chaud. Mais le gain d'expérience, une fois qu'on a passé cette opération, il est énorme. Parce que derrière, vous vous retrouvez l'un des seuls avocats français à être capable de sortir ce type d'opération, à pouvoir la mettre en mode repeat, donc à pouvoir la dupliquer pour d'autres clients. Et là, l'effet, il est exponentiel. Donc voilà, il y a un coup de démarrage, il y a du risque. Au départ, moi aussi, je dormais pas, etc. Voilà. Avec l'expérience, je dois dire quand même que ça change. Maintenant, pour qu'un dossier m'empêche de dormir, ça arrive très, très, très rarement. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, tu as les clés pour pouvoir déverrouiller n'importe quel dossier dans ton domaine. Tu connais la méthodologie pour sortir ton dossier et tu le sors. Les clés, les agents juridiques, les gens autour. On en revient à la pression est un privilège et le message que je voudrais adresser à ceux qui ont écouté ce podcast, on va conclure, c'est en fait si tu ressens de la pression, du doute, le sentiment d'être irresponsable financièrement ou irresponsable de faire des bonds en avant que tu serais pas censé faire à ce stade de ta carrière, en fait c'est le privilège d'être quelqu'un qui est sur un chemin élevé et ambitieux, et c'est exactement ce qu'incarne Daniel et ce que j'incarne aussi dans mon business. Daniel, un petit mot sur ton vécu par rapport à ce podcast et peut-être un mot que tu voudrais adresser à ceux qui nous écoutent. Écoute, j'ai adoré ce podcast parce que je suis quelqu'un habituellement qui prépare tout. Il faut savoir que quand je monte sur un pitch client, je prépare mes pitchs quand rien n'est laissé au hasard chez moi. Je pense que c'est la première fois que j'ai décidé de venir sur un podcast sans rien préparer. Je me suis dit, je vais être... sur cet événement avec ma meilleure amie, on va pouvoir échanger tranquillement et je crois que j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à libérer pas mal de choses. J'espère que ça a plu aux auditeurs parce qu'on a parlé avec le cœur sur des choses de notre parcours entrepreneurial. Donc je suis assez satisfait et merci pour l'invitation. Merci. Moi, je suis très contente. J'ai trouvé ça fluide, plein de valeurs. Je vais vraiment encourager un maximum de personnes à nous écouter, à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Vous pouvez écrire un petit mot sur LinkedIn à Daniela Roche. Ouais, vraiment, c'était très agréable et je trouve que c'est tellement structuré dans ta tête qu'en fait, la préparation, c'est comme un extra qui en trop. Enfin, tu sais, c'est comme un gâteau sucré sur lequel on rajoute un glaçage sucré, genre non, c'est bon, on en a assez. Dites-nous en commentaire si, comme moi, vous avez trouvé le propos très clair. Merci beaucoup, Daniel. Merci I love you, my friend. Moi aussi.